Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec l'autorité nationale des élections qui doit annoncer le résultat final du second tour de la deuxième phase des élections législatives dans 13 gouvernorats après avoir ajouté les voix des expatriés égyptiens. Les électeurs étaient appelés à choisir 100 députés parmi les 198 candidats. Rappelons que le processus électoral s'est déroulé au milieu de mesures autant sécuritaires que préventives intensives et sous une surveillance judiciaire totale. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmed El-Lessinance et vous êtes consultant en gestion internationale et économique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Il y a l'autorité nationale qui va annoncer le résultat final du second tour de la deuxième phase des élections législatives. La question générale et qui intéresse tout le peuple égyptien, qu'attendons-nous de ce Parlement? Je pense, avant qu'on parle du Parlement lui-même, la chose très importante, c'est que le trajet que le peuple égyptien est en train de faire ces jours-ci. Et il y a pas très longtemps qu'on disait que le peuple égyptien n'était pas encore prêt pour la démocratie. Je pense avec le processus que le pays est en train de subir ces jours-ci, on est en train de faire un preuve très fort à tout le monde et aux Égyptiens avant n'importe qui d'autre que c'est un peuple qui savent très bien comment se gérer d'une façon démocratique. Et je pense que ça c'est le plus grand gain qu'on a avec ces élections. On va avoir des résultats, je pense, qui sont mixtes. Je pense que le plus grand rôle de ce Parlement, ce que tout le monde a dit après la révolution de 2011, l'Égypte a besoin de quoi? Tout le monde le sache, hein? Ce n'est pas un secret. On a besoin d'une bonne éducation, on a besoin d'un système de santé, on a besoin d'éliminer la pauvreté qui est en train de, ruiner le potentiel du pays. Mais comment le faire? Je pense que le rôle le plus, sur la macro-vision de ce Parlement, c'est d'aider l'administration égyptienne à atteindre ce rôle. Ça, c'est le rôle le plus important. Ouais. Et c'est ce qu'on attend, bien sûr. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec la ministre de la Planification et du Développement local, Hala El-Saïd, pour examiner les indices de développement durable réalisés au cours de l'année courante. Hala El-Saïd a confirmé que le pays avait réalisé des résultats positifs sur le niveau mondial et a occupé la 83e place parmi 166 pays. La ministre a ajouté que les mesures prises par l'Égypte contribuaient à réaliser un taux de croissance positif malgré la crise du coronavirus. Le Premier ministre a aussi examiné avec la ministre de la Planification et du Développement local le système de changement de lieu. Madbouli a enjoint de mettre en œuvre les directives du président de la République, de profiter du système de changement de lieu dans la zone militaire, de créer une unité dans chaque gouvernorat et la lier complètement avec le système, et ce, dans le but d'éliminer le phénomène des bidonvilles. Comme on parlait tout à l'heure du rôle du nouveau Parlement dans le développement du pays, voilà, il y a une réunion entre le Premier ministre avec la ministre du Développement durable, de la Planification, et du Développement local sur comment moderniser les bâtiments et éradiquer les bidonvilles. Je me rappelle pas c'était quand que Son Excellence le président a donné un discours qui était très touchant à tous les Égyptiens, où il a dit c'est très souvent que les gens se manquent du peuple égyptien à cause de notre pauvreté, à cause des conditions que quelques Égyptiens sont en train de vivre, et moi je ne veux pas me permettre, je ne veux pas permettre que ça continue comme ça. Et je pense que là, il est, lui, comme chef d'administration du pays, il est en train de mettre ça en cours, en vrai. Le peuple, là, les Égyptiens,
pas mal des années, on était très habitués à regarder des grands slogans, on a fait ça, mais vraiment, on ne touche à rien. Et là, c'est le contraire. Pour la première fois, on fait, puis on parle. Okay? Et vraiment, le phénomène de bidonville était une honte pour l'Égypte. Un pays de telle civilisation qui n'est pas aussi pauvre, mais ce n'était pas très bien géré. Là, quand on met les choses où ils doivent y être, on est en train d'éradiquer une chose qui était vraiment une honte pour les Égyptiens. Et ça, je pense, si on n'a rien fait que améliorer la vie des millions et des millions de nos confrères égyptiens, ça, c'est une réussite énorme. Et le bidonville, ce n'est pas seulement la question des conditions de logement. Ça déroule. Il y a pas mal des films égyptiens, et même un film très connu qui a pris un Oscar, Slumdog Millionnaire. Et il parlait de la même histoire, mais en Inde. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre aux gens, des gens qui vont sortir d'un bidonville? Est-ce qu'ils vont devenir des avocats et des médecins? Non. On est en train de faire des gens qui, normalement, on ne peut pas les... Des criminels. Des criminels. Je ne voudrais pas utiliser le mot, mais ils sont des criminels, des projets de criminels, si vous voulez. Mais là, quand ils logent dans un endroit humain, il se trouve une école, il a une éducation. Peut-être qu'il ne va pas être un superstar, mais au même, il peut essayer de se trouver une bonne vie, au moins une vie normale. Autrement, on est en train de les pousser dans la mauvaise direction. Et c'est pour cela que je pense que ça, c'est une des réussites les plus importantes de cette administration. Mais quand même, il peut être une grande star. Voilà. Il peut, mais ça va être l'exception. Mais le règle, au moins, oui, c'est vrai. On leur donne les bonnes conditions pour arriver à quelque chose. Voilà. Avant, vraiment, les autres étaient presque à zéro, si vous voulez. C'est vrai. Bon, une autre nouvelle aussi économique, ça concerne la hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat des institutions arabes et des individus égyptiens et arabes. Le capital des entreprises dotées en bourse a gagné 3 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 655 milliards de livres. L'indice principal EGX30 a gagné 0,4%, atteignant 11 048 points. Les indices EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé de 0,4 et 0,8%. Là, M. Ahmed, qu'est-ce que ça reflète quand il y a une hausse collective dans la bourse égyptienne? Qu'est-ce que ça donne pour l'Égyptien? Actuellement, moi, je ne suis pas très surpris parce que ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, la croissance que l'Égypte est en train de faire maintenant dans un contexte qui est presque impossible pour n'importe quelle économie qu'il y croit, ça, c'est une réflexion. Ça reste un indice, un des indices économiques qu'on peut mesurer la robustesse d'une économie comme l'économie égyptienne. Et c'est un signe que l'économie est bien sûr la bonne voie. Il est en train de croître dans un environnement et un milieu qui est vraiment, vraiment très difficile. Partout, hein, c'est pas seulement en Égypte. Voilà. Aujourd'hui, la guerre dans le monde, c'est comment avoir et obtenir un vaccin contre le coronavirus. Et là, l'Égypte vient de recevoir la première cargaison de vaccins chinois, Sinopharm, contre l'émergence du Covid-19. La ministre de la Santé, Hala Zeid, a affirmé que d'autres cargaisons du vaccin devront arriver dans le pays dans la prochaine période, saluant les autorités et le gouvernement égyptien d'avoir géré avec succès la crise du coronavirus. On va avoir un petit reportage de Salih Hamed et Yara Choucha et puis on va faire un commentaire. L'Égypte connaît un moment historique et nous remercions le président de la République d'avoir travaillé à assurer le vaccin anti-Covid-19 au peuple égyptien. C'est ce qu'a déclaré fièrement la ministre de la Santé, Hala Zeid, jeudi soir à l'aéroport du Caire, lorsqu'elle accueillait, en présence de l'ambassadeur de Chine au Caire et de l'ambassadrice par intérim des Émirats arabes unis, la première cargaison de vaccins chinois anti-Covid-19.
Madame Zaïd a affirmé que d'autres cargaisons de vaccins arriveront en Égypte dans la prochaine période, saluant les plus hautes autorités et le gouvernement égyptien d'avoir géré avec succès la crise du coronavirus. L'ambassadeur de Chine au Caire a pour sa part remercié le président Al-Sisi et le gouvernement égyptien pour avoir bien géré la crise et il a affirmé que son pays poursuivra le renforcement de la coopération avec l'Égypte sur tous les plans, notamment durant la période de la crise de cette pandémie. Il a à cet effet loué les consultations continues entre les présidents Al-Sisi et Xi Jinping sur tous les plans, remerciant la ministre de la Santé Hala Zaïd pour la visite de solidarité qu'elle avait effectuée en Chine au début de la crise du coronavirus pour présenter l'appui et les aides médicales nécessaires à la Chine dans cette crise. Quant à l'ambassadrice par intérim des Émirats arabes unis qui était aussi présente lors de cet incident, elle s'est félicitée de cet événement que connaît l'Égypte, affirmant que les relations entre l'Égypte et les Émirats sont un exemplaire de fraternité et de solidarité. Madame Zaïd avait accueilli à l'aéroport du Caire la première cargaison du vaccin produit par l'entreprise chinoise Sinopharm. Elle a, dans des déclarations à la presse à cette grande occasion, évoqué la profondeur des relations avec la Chine et avec les Émirats arabes unis, d'autant que l'Égypte a réussi à recevoir les premières cargaisons du vaccin chinois avec l'appui de l'entreprise émirati de soins sanitaires. La ministre de la Santé a également remercié la Chine et les Émirats pour leur appui continu au peuple égyptien. Le vaccin chinois a été soumis à des essais cliniques en Égypte, a affirmé la ministre qui s'est dite fière de cette expérience humanitaire. Elle a expliqué que le vaccin de l'entreprise chinoise a reçu l'approbation d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, soulignant que la priorité du vaccin sera donnée aux équipes de soignants et aux travailleurs dans le domaine sanitaire, dans les hôpitaux de quarantaine et des hôpitaux des maladies pulmonaires et fiévreuses, ainsi qu'aux malades atteints de tumeurs et d'insuffisance rénale, outre les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Le vaccin sera assuré gratuitement aux personnes nécessiteuses, d'après les instructions du président Abdel Fattah el-Sisi, a souligné la ministre de la Santé, ajoutant qu'un site électronique sera consacré pour réserver le vaccin pour les catégories les plus exposées. Voilà, l'Égypte vient de recevoir la première cargaison du vaccin chinois. Là, qu'est-ce que ça représente? Comment vous voyez cette nouvelle? Ça représente, une deuxième fois, une vue très stratégique par cette administration. On est en train de voir le type de l'iceberg aujourd'hui. Ce n'est pas un travail qui vient de commencer maintenant, non. Si vous vous rappelez, il y avait, quand la Chine a été attaquée par pas mal de pays, l'Égypte était là. L'Égypte a fait un geste très noble avec mettre le drapeau chinois sur pas mal des monuments égyptiens. Voilà. La visite de la ministre du Santé en plein Covid-19, c'est là qu'on est en train de ramasser le fruit de cet investissement qu'on a fait à l'époque. Et c'est ça la vue stratégique, que les choses ne se passent pas maintenant et aujourd'hui et cette minute. Tu dois planifier les choses très longtemps avant. Et c'est là quand le bon temps, le bon moment vient, on peut récolter ce qu'on a fait il y a je pense 1 ou 2 ans. Ça veut dire que l'Égypte va commencer à donner le vaccin à quelques catégories du peuple. Je parle des gens qui travaillent dans la santé surtout, dans les hôpitaux, etc. Mais quand est-ce qu'on dira que voilà, l'Égypte est exempte de ce virus? Ça, si tu repenses la réponse de 100 milliards de dollars, je ne pense pas que personne peut répondre à cette question, parce que, pas seulement pour l'Égypte, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais la chose que ce virus a fait, il a vraiment communiqué deux choses à tout le monde sur la planète, si vous voulez. La première chose que, même si on l'aime ou on ne l'aime pas, ou il y a quelques pays qui l'aiment ou ne l'aiment pas, on est tous connectés sur cette planète. Bien sûr. On n'est plus isolés. Si tu as un problème là, un jour, ça va arriver chez toi. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'éliminer tout genre de problèmes, pauvreté, santé et autres, partout. La deuxième chose, l'environnement.
Et maintenant, quand on a vu qu'on consomme beaucoup moins d'essence, les gens ne sont pas, on est en train de voir pas mal des changements positifs dans le temps et tout ça. Ouais. Donc c'est vraiment nous qu'on faisait pas mal du mal aux planètes et maintenant on est en train d'apprendre la leçon. On se dirige vers l'énergie verte en plus. Absolument. Bon. Là, on a parlé tout à l'heure du logement, des régions défavorisées qui sont en train de déménager pour avoir un logement sanitaire, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu l'administration du projet d'assurance médicale globale qui a révélé aujourd'hui que le coût total du fonctionnement dans les gouvernorats de la première phase est estimé à plus de 51 milliards de livres égyptiennes, soulignant que le projet sera premièrement appliqué dans 6 gouvernorats qui sont Port Saïd, Luxor, Ismaïlia, Assouan, Suez et le Sinaï du Sud. Nous allons suivre un reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha tout d'abord. La maladie globale est appliquée dans 6 gouvernorats, Port Saïd, Luxor, Ismaïlia, Assouan, Suez et Sud Sinaï. Le ministre adjoint de la Santé et de la Population, également superviseur général de la mise en œuvre du projet d'assurance maladie globale, Dr Ahmed Essobki, a déclaré dimanche dans un communiqué que le coût des infrastructures dans les gouvernorats de la première phase est estimé à 34 milliards de livres, tandis que le coût des équipements médicaux et non médicaux est estimé à 8,9 milliards de livres, ajoutant que le coût de fonctionnement pendant une période de 3 mois dans les 6 gouvernorats est de 3 milliards 150 millions de livres égyptiennes, alors que 5 milliards de livres seront versés pour le coût de mécanisation du nouveau système dans ces gouvernorats. Le ministre adjoint de la Santé a souligné les 8 axes sur lesquels s'appuie le projet d'assurance maladie globale dans les gouvernorats de la première phase et qui comprenaient la planification stratégique, la préparation des infrastructures et des équipements, l'automatisation et la transformation numérique, et à l'accréditation, les ressources humaines et la formation, l'enregistrement des dossiers de médecine familiale et la sensibilisation médiatique. Le ministre adjoint de la Santé a appelé les citoyens qui n'ont pas encore enregistré leur nom sur la liste du système d'assurance maladie globale dans les 6 gouvernorats susmentionnés à se rendre au bureau le plus proche de leur lieu de résidence pour l'enregistrement, en indiquant les documents requis pour l'enregistrement. On va passer à notre sujet et au débat principal, c'est la récolte des fruits de tout ce qui est réforme économique, ce que vous venez de dire. L'économie égyptienne a pu résister à la crise du coronavirus et à contenir ses répercussions, et ce, grâce aux réformes économiques exécutées au cours des dernières années. L'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient et d'Afrique à avoir maintenu la confiance de 3 institutions de notification financière mondiale, telles que Standard & Poor's, Moody's et Fitch, au cours de l'une des périodes les plus difficiles de l'économie mondiale. Regardons ce reportage de Salih Ahmed et Yara Choucha. La première phase du projet d'assurance maladie globale est appliquée dans 6 gouvernorats, Port Saïd, Luxor, Ismaïlia, Assouan, Suez et Sud Sinaï. Le ministre adjoint de la Santé et de la Population, également superviseur général de la mise en œuvre du projet d'assurance. L'Égypte est le seul pays dans la région qui a réalisé une croissance positive de 3,6% en 2020 malgré la pandémie de la Covid-19. La réussite du programme de réforme économique en Égypte a contribué à l'absorption des effets négatifs. Le gouvernement a pu déployer les efforts au niveau de la santé et pour aplatir la courbe de la récession par l'application de réformes financières, monétaires et structurelles, outre les mesures préventives adoptées face aux impacts négatifs économiques et sociaux du coronavirus.
Le gouvernement assume la protection des citoyens contre les effets négatifs du coronavirus en accordant un soutien financier aux familles égyptiennes et des liquidités aux entreprises pour répondre à leurs besoins urgents et travaille assidûment pour accélérer le rythme des réformes structurelles afin de réaliser des progrès pendant et après la crise du coronavirus. Les réformes économiques réussies en Égypte ainsi que les mesures prises par le gouvernement ont permis de cerner les conséquences de l'épidémie du coronavirus. C'est ce qu'a affirmé la Banque mondiale dans son rapport de novembre Egyptian Economy Monitor, libérer le potentiel de l'Égypte en matière de productivité et de création d'emplois. Les trois agences de notation internationales, Standard & Poor's, Moody's et Fitch, ont maintenu la perspective stable pour l'économie égyptienne, en dépit de la crise du coronavirus qui dévaste l'économie mondiale. La Banque centrale d'Égypte a pour sa part facilité les procédures liées à l'obtention des crédits, les mesures de paiement en ligne, l'usage des guichets automatiques bancaires et les moyens d'acquisition de terrain. Lors d'une réunion organisée par le ministère de la Coopération internationale avec la Banque mondiale, Sarah Nashar, qui fait partie de l'équipe économique de la Banque mondiale, a passé en revue quelques mesures prises en Égypte, comme l'abolition du marché noir de devises étrangères après la libération du taux de change en 2016, la hausse du taux de croissance à 5,6% et la réalisation d'un excédent primaire de 2% du PIB. Elle a aussi évoqué la hausse à 45,5 milliards de dollars des réserves de change fin février 2020, l'ouverture du secteur de l'énergie aux investissements privés, le recul de l'inflation, ce qui a permis à la Banque centrale d'Égypte d'alléger sa politique monétaire, ainsi que le plan de relance de l'État de 100 milliards de livres égyptiennes. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhat, a de son côté affirmé que l'Égypte jouissait d'une solvabilité financière forte, résultant de son succès dans la mise en œuvre des réformes économiques et de l'annonce de ses prochaines réformes structurelles en toute transparence. Monsieur Ahmed Lessi Nassif, je rappelle que vous êtes consultant en gestion internationale et économique. Là, l'économie égyptienne a pu vraiment résister aux répercussions du coronavirus. La première question, comment? Une deuxième fois, je pense que c'est un trajet. C'est pas une chose qui s'est passée dans un moment donné. Donc, on a bien planifié les choses. Avant 2016, l'Égypte était en train de faire quelque chose qui était assez bizarre, mais malheureusement, on avait une mauvaise mémoire de ce qui s'est passé en janvier 18 et 19 janvier 1977. Et après cet incident, tout le monde n'a jamais voulu toucher au prix de devises ou du dollar. Il faut rappeler, les chers téléspectateurs, que 17 et 18 janvier 1977, c'était que l'Égypte a augmenté les prix du pain, et ce qui a fait des manifestations, voilà, des manifestations partout. Mais le prix de pain a été augmenté en réflexion ou comme en fonction de l'augmentation de taux de change du dollar à l'époque. Et depuis 1977 jusqu'à 2016, la vérité des choses, que personne n'a eu le courage de faire la solution que tout le monde savait. Et ce n'est pas un secret, mais personne n'a osé de le faire. C'est ça la vérité. Jusqu'à l'administration présente qui a eu le courage pour résoudre les choses et mettre les choses où ils doivent être. Qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire à ce temps-là? On était en train de subventionner le prix du dollar. Donc, n'importe qu'est-ce que vous achetiez avec ce dollar était subventionné par l'État. Par l'État. Même si vous voudriez acheter, je ne sais pas, du chocolat, du saumon fumé, du caviar, un État qui avait des problèmes sociaux, pas mal de problèmes sociaux, des problèmes médicaux, était en train de subventionner du caviar, du saumon, mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et là, quand cette administration a eu le courage, a dit que je veux vraiment commencer par, et ça c'était très intelligent
comment ils ont commencé. Ils n'ont pas touché à l'économie, ils n'ont pas touché au dollar. Ils ont mis un système très robuste, vraiment très avancé, vraiment le plus avancé dans le Moyen-Orient. Et j'ose dire que j'ai travaillé dans la plupart des pays au Moyen-Orient, il n'y a même pas un système qui est même proche du système de subvention qu'ils ont mis avec les cartes électroniques. Donc, ils ont mis ça. Que les classes sociaux moyennes et moins ne souffrent pas à cause des décisions qui vont venir plus tard. Et c'est ça, une deuxième fois, c'est ça la gestion stratégique. Tu dois construire où tu veux aller avec des pas. C'est un trajet, mais tu dois voir 1, 2, 3. Ce sont des pas bien calculés. Et c'est là ce qu'on a fait. Donc, ils ont commencé par sécuriser ça. Puis, ils ont dit, OK, maintenant, on n'est plus dans les temps que on va, empêcher les gens d'importer des choses qu'ils veulent. Tu veux importer, tu peux importer tout ce que tu veux. OK, mais tu payes pour ça. Si tu veux importer du caviar, tu payes pour le caviar. Mais c'est incroyable que tu attends à un pays comme l'Égypte de subventionner ton caviar ou ton chocolat suisse. C'est pas normal. Okay. Subventionner des produits, mais des riches. Alors ça va pas. Absolument. Que les riches payent. Absolument. Voilà. Donc, ce qu'ils ont dit, on ne va plus subventionner le taux de change. Ouais. Et ça, c'est un changement très, très stratégique, très important dans la façon dont l'économie était en train d'être gérée. C'est vraiment une transformation. Donc, ce qu'ils ont dit, que maintenant, on va passer de la subvention de devises à subventionner les gens qui ont besoin d'être subventionnés. Et là, comme par hasard, on a trouvé que le montant qu'on a besoin pour subventionner les gens qui ont vraiment besoin est plus ou moins, si je ne me trompe pas, presque le tiers de ce qui a été dépensé sur subventionner tout pour tout le monde. Parce que maintenant, on était en train de cibler ou viser une partie de la société et pas tout le monde. Okay? Et là, on a dit, on va libérer le taux de change. Okay? Que le prix du livre égyptien, il soit ce qu'il va être. Okay? Et de là, on va avoir un problème que tout le monde sait comment résoudre. Mais vraiment, avant ça, c'était de gymnastique, c'était pratiquement impossible de résoudre le problème de l'économie égyptienne. Donc, on a fait ce trajet. Et maintenant, on est en train de prendre, parce qu'un autre problème qui est très, très chronique, et ça, c'est pas un secret, tout le monde le connaît, c'est l'économie informelle en Égypte, l'économie noire. OK? Parallèle. Comme vous voulez, oui. Mais ce sont les gens qui ne payent pas leur impôt. OK? Et il y a plusieurs estimations, mais grosso modo, on est en train de dire 50-50, hein, dans la meilleure des cas. OK? Donc, c'est très, très difficile, à 50% seulement de la population ou de l'économie pour payer pour tout le monde. Ça veut dire que ces gens-là, qui sont contrôlés d'une façon ou l'autre, sont en train de payer le double de ce qu'ils doivent. Et il y a des gens qui payent zéro. Et ça, c'est pas juste. Okay? Dans n'importe quel système, hein, capitaliste, socialiste, n'importe quel système. Et là, on est en train de faire un nouveau trajet pour les systèmes électroniques avec la facturation, avec le contrôle. Et là, les choses vont être très visibles, vont être très transparentes. Et là, vraiment, l'économie égyptienne est en train de partir où il est. Il y avait une blague. Je me rappelle dans une des pièces de théâtre, c'était un petit que sa maîtresse était en train de lui demander qui est le pays plus riche du monde. Et le petit dit que c'est l'Égypte. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a plus que je ne sais pas combien d'années que le pays est en train d'être volé et le peuple est toujours là. Et c'est là, absolument. Et c'est là qu'on est en train d'arrêter aujourd'hui. Exactement. Et ça, vraiment, ça prend un courage énorme pour faire les choses très différemment. C'était trop facile dans les 30 années passées de laisser passer. Et bon, hier, c'est comme aujourd'hui, c'est comme demain, on ne change rien, ça marche comme ça, on la laisse. Okay? Mais là, on est en train de faire des solutions radicales pour le futur, pour l'avenir. Et je suis très heureux de voir la croissance et l'état où l'économie égyptienne y est. Et honnêtement, je ne suis pas surpris, parce que
C'est très normal. Oui. C'est seulement le Parce que fruit. c'est un plan qui a commencé, voilà, et qui a Depuis sauvé 2014 l'Égypte jusqu'à... Oui. Parce que actuellement. imaginez-vous que si on avait cette histoire de Covid-19 sans qu'on aurait libéré le taux de change en 2016, ça aurait été la cata complète. Oui. Ok, merci Dieu qu'on a pris la décision dans le bon moment. Ouais. Là, parallèlement, il y a quelques années quand même, le chef de l'État a annoncé que on va pratiquer l'inclusion financière ici en Égypte, que tout le monde sera sous le contrôle de la Banque centrale et tout le monde, c'est-à-dire la Banque centrale, sera au courant de tout ce que possèdent tous les citoyens égyptiens. Comment vous voyez cette décision d'inclure ou bien de faire l'inclusion financière? C'est un défi énorme, c'est pas facile, mais c'est la bonne chose à faire, je suis sûr. Je ne veux pas citer des exemples, même personnels si vous voulez, mais je vois des choses. Quand vous trouvez quelqu'un qui touche un certain salaire, il est en train de conduire une voiture qui coûte son salaire dans 50 ans. Hein? Et vraiment 50 ans. Oui, hein? c'est vrai. Et il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça n'a pas de sens. Donc je pense que où vous allez... Canada, je vais vous donner un exemple un peu très très loin. Au Canada, ils viennent de légaliser, il y a 2 ans, 3 ans maintenant avec Trudeau, qu'ils viennent de légaliser la drogue. Une des raisons principales en ça, c'est quoi? C'est la taxation. Oui. On veut voir où est-ce que vous faites l'argent. Le blanchiment de l'argent. Absolument. Ouais. Et là, on a un trajet à faire. Vraiment, on est un peu loin, mais c'est un défi énorme. Mais c'est la bonne chose à faire pour l'économie égyptienne, pour le bien des Égyptiens. On était en train de parler de système médical. Ça a besoin de beaucoup d'argent. Où est-ce que cet argent va venir? Elle ne va pas tomber du ciel. Pour juste 6 villes. 51 milliards, vous avez Voilà, dit? exactement, plus de Ok. 51 milliards. Où est-ce qu'on va apporter cet argent? Ok. Lorsque le pays et l'administration a tout droit de collecter la taxation pour offrir ce service au peuple. Parce qu'au fin de compte, le gouvernement, elle fait quoi? Normalement, c'est un système de gestion. Hein. Tu prends par ça, tu collectes, tu gères et tu fais des choses et tu donnes. Si tu n'as pas le input, tu ne pourrais jamais donner le sorti, le produit. Donc, c'est là. Et je pense qu'on va avoir des surprises qui vont être très intéressantes. Une dimension qu'on ne peut pas négliger là, le terrorisme. Parce que le terrorisme n'est pas financé avec de l'argent qu'on voit avec des chèques, avec des transferts, télétransferts de la banque. C'est cet argent noir là qui finance le terrorisme. Et là, ça va s'arrêter. Et si on ferme le robinet du financement, si on peut dire, sur le tourisme, vous savez quoi? Ça va s'arrêter. C'est clair. Donc, c'est pour pas mal de dimensions, je pense que c'est une chose très, très bien faite. Là, il y a 3 institutions financières, des plus grandes institutions de notification financière mondiale. Je rappelle Standard & Poor's, Moody's et Fitch, qui ont fait des rapports comme quoi l'Égypte est le seul pays du Moyen-Orient et de l'Afrique à avoir maintenu la confiance de ces institutions au cours de la crise du coronavirus, la crise économique qui a frappé tout le monde avec une récession inédite dans tout le monde. Pourtant, c'est l'Égypte qui est le seul pays dans cette région. Pourtant, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus riches que l'Égypte. Je donne un exemple, par exemple, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït. Mais l'Égypte a dépassé ces pays économiquement, je veux dire, durant la crise. Votre commentaire, comment l'Égypte a fait ce miracle, si on peut appeler? C'est pas un miracle qui est tombé du soleil, mais c'est du ciel. Du ciel. Mais c'est vraiment la clarité de vision. Je recule en arrière un petit peu. Si on prend Qatar comme exemple, c'est pas très difficile de gérer une économie quand on est en train de faire du sortir du gaz, on le vend, on a du cash et on a 250 millions d'habitants à nourrir. Hein, et on a
des tonnes d'argent qui sortent de la terre. Hein. On ne fait rien. Il n'y a pas de gestion là. Hein. C'est une coïncidence géologique, si vous voulez. Ok. On était chanceux, hein. Mais il n'y a pas de gestion. Mais le vrai défi, la vraie difficulté, c'est un pays comme l'Égypte, menacé par pas mal de directions. Hein. Terrorisme, ce qui se passe à côté en Libye, ce qui se passe au sud, ce qui se passe à Gaza et de l'autre côté, ce que la Turquie est en train de faire dans le Méditerranée. Et avec tout ça, avec le Covid, la mer Rouge au sud aussi, et avec tout ça, on arrive à prendre un rebond comme celui-là, avec les 3 plus fortes entités dans le monde qui nous certifient comme le pays le plus fort, mais ça compte pour quelque chose quand même. Et c'est là le futur. Parce que c'est là qu'on est en train de voir l'investissement qui est en train de venir en Égypte. Normalement, quand une multinationale ou même un pays veut s'installer quelque part ou veut investir dans un pays ou faire élargir ses affaires dans la région, qu'est-ce qu'il regarde? Il ne regarde pas la publicité du pays. Il va chercher les rapports qui étaient écrits par ces gens des sociétés. De professionnels. Absolument. Oui. Parce que là, ils sont normalement très objectifs. Il n'y a pas peut-être 10 ou 15 ans, ces 3 sociétés avaient un discours tout à fait différent, pratiquement le contraire contre l'Égypte. Donc maintenant, quand ils changent, ça doit vouloir dire que quelque chose a bien changé en Égypte, que l'économie, pour la première fois dans des siècles, je peux dire, est sur la bonne voie. Là, l'Égypte, le monde, l'année dernière, après le début, ou bien l'attaque sérieuse du coronavirus, on a appliqué le confinement partout dans le monde. Mais si on regarde l'Égypte, malgré la propagation du virus, la propagation pour nous, par rapport aux autres pays, non, c'était pas vraiment très sérieuse, mais on n'a pas appliqué une vraie ou bien un confinement complet. Est-ce que ça a aidé quand même l'économie égyptienne? Je pense que oui. Je pense qu'on a compris les règles de jeu très tôt dans le jeu. C'est là la dilemme où, par exemple, un pays énorme comme les États-Unis est en train de subir aujourd'hui, parce que si tu fermes, et même le président américain a cité ça. Je ne veux pas essayer de résoudre le corona et faire tuer les gens par d'autres raisons que le corona. Plus de gens, pas à cause du virus, mais ils vont mourir d'autres raisons. Ou à faim, ou parce que l'autre dimension, que les gens, quand on les enferme dans les maisons, pour très longtemps, on est en train de voir la violence domestique, les abus des enfants, des femmes, ça est en train de croître et augmenter. Des malades psychologiques au moins. Absolument. Donc, l'Égypte, je pense qu'on a fait une équation qui était très, très intelligente et pas mal de pays maintenant est en train de nous suivre. On a dit que les gens doivent travailler pour survivre et pour manger. OK. Donc, on a permis aux gens, autant qu'ils prennent les mesures précautionnaires nécessaires, on a permis aux gens d'aller au travail. Mais c'est pas vraiment une nécessité que tu dois veiller jusqu'à 4 heures du matin dans le café. Donc, tu sais quoi, je vais fermer les cafés à 10 heures. On a commencé, c'était à 20 heures, si je ne me trompe pas. On va fermer tout ça. Si tu vas... faire le chicha ou fumer la chicha, ça va pas vraiment aider ta santé dans un contexte où tu as une épidémie qui attaque les poumons comme première destination. Donc, on arrête le chicha partout. Est-ce que les gens vont mourir? Non, mais c'est un changement. Et n'importe quel changement, et ça c'est normal, c'est très humain, est un peu pas très aimé, c'est un peu résisté. Mais ça fait partie de la vie dans n'importe quel changement, même si c'est au mieux. OK. Mais ce qui s'est passé, que pas mal de gens ont commencé à fumer chez eux. Mais en fin de compte, ce qui est très intéressant... Ils ont toujours les solutions. Ce qui est très intéressant, que le chiffre de vente de tabac du chicha a augmenté dans cette période, n'a pas baissé. Parce que je fais une consultation à une société, c'était très surprenant de voir ça. On se débrouille. On se débrouille. Il n'y a pas de café, mais il y a la maison. Mais on ne fait pas mal aux autres. Donc ça reste un choix. Ceux qui ont une place,
place, il part chez lui, il est en train de fumer chez lui. Ok, c'est son choix personnel. Mais l'administration ou le gouvernement ne veut pas encourager les gens à rester dans un milieu où ils se partagent une place enfermée et se changent la fumée. Parce que là ça va être la catastrophe complète. Et je pense que on a bien réussi à balancer les choses entre une fermeture complète qui va tuer les gens et entre une ouverture complète qui va tuer les gens d'une autre façon. Et ça s'est très bien marché. Et c'est là, une deuxième fois, où on est en train de récolter les fruits de la bonne gestion de cette crise. Aujourd'hui, voilà, il y a un rapport de la part des 3 plus grandes institutions de notification financière au monde de la réussite de l'Égypte dans la gestion de cette crise, mais en même temps de maintenir l'économie stable. Que doit-on faire pour préserver ces résultats, pour aller de l'économie vers l'avant? La vision 2030. Là, c'est une vision stratégique qu'on doit toujours essayer autant que ce possible, parce qu'il y a un deal dans la gestion ou dans le management, il n'y a jamais un plan qui se passe comme ça a dû se passer. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Une chose comme le Covid, ça, c'était pas prévu en 2016. C'était pas prévu. Donc on doit essayer de rester sur la bonne voie, sur la voie stratégique qu'on a créée pour le pays jusqu'à 2030, et gérer les turbations ou les perturbations qui vont venir ou les accidents qui vont se passer. Mais une des choses les plus fortes que je pense qu'on est en train de faire maintenant, et je pense que ça va être énorme pour l'économie égyptienne, c'est de contrôler l'économie noire à travers l'automatisation de le commerce en Égypte. Parce que ça, c'est énorme. Et le manque perdu sur l'économie est vraiment énorme. Et je pense que facilement, ça peut doubler le revenu du pays. Imaginez-vous que l'Égypte va multiplier son revenu aujourd'hui fois 2. Ça va être énorme, vraiment. Mais comment faire ça? C'est-à-dire, là, quand on se balade dans la rue, on va trouver des marchands ambulants, on va trouver ce qu'on appelle parking-moi, les gens qui font du parking, etc. On va trouver même des enfants qui sont en train de vendre des petites choses, etc., etc. Mais il y a plein de choses qui sont... Il y a plein de ça. Mais vous savez quoi? C'est pas ça qui me gêne. Je vais vous dire 1 ou 2 choses. Que personnellement, moi, j'ai subi. Mon fils a eu un accident. Malheureusement, on a dû apporter un des docteurs les plus intéressants pour lui faire une opération dans le dos. Et c'était assez cher, mais ce qui était très intéressant, la façon avec laquelle on devait lui payer. Il a dû être payé hors le système de l'hôpital. Ça, c'est quelqu'un qui touche presque 100 000 livres égyptiens par jour. Et il paye 0 taxe. J'ai une maison que j'ai apportée à un architecte pour me préparer et le fixer. Il n'y a pas de taxe, Il m'a pris pas mal d'argent, je peux vous dire. Il n'y a pas d'impôt, c'est vrai. Et j'ai rien. Et ce secteur, c'est ça qui me gêne. C'est pas le pauvre qui collecte 5 livres. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui touche 100 000 livres égyptiens par jour. Et il paye 0 taxe. C'est ça qui vont faire la différence. De tout le monde. Pas l'ambulant qui paye 20 livres. Ça, c'est négligeable presque. Mais c'est pas à comparer, mais ça va aider quand même. Des secteurs énormes, avec de taux d'argent qui est en train de passer avec zéro Comment taxation. Contrôler alors? Ça peut seulement être contrôlé par ce que vous venez de dire. L'inclusion financière. Parce que si l'argent va rentrer chez vous, il y a un système, c'est un peu trop tôt pour ce système jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte, qui s'appelle le système de blockchain. Le blockchain, c'est un système simple en principe, mais vraiment ça a été créé pour gérer surtout le trafic, le blanchissement de l'argent et l'argent du drogue qui vient de l'Amérique latine.
Donc, c'est un système électronique sur l'argent normal, pas l'argent cryptoné, qui... Le chain, ça veut dire une chaîne qui gère l'argent d'un point A jusqu'à n'importe où elle est aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est électronique. Donc, on ne peut pas y rentrer. Donc, dès que le dollar ou le livre égyptien ou n'importe quelle currency sort de la banque centrale, comme banknote très neuf, ok, ça, c'est enchaîné dans cette chaîne. Donc, on a la visibilité complète. On peut suivre l'argent. Voilà. Absolument. Mais ça, c'est un système qui va arriver un de ces jours. Mais tout le monde, aujourd'hui, ne paye pas avec de l'argent liquide, on paye avec la carte. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que je gagne, je dois l'avoir dans la banque. Et quand je retire ou bien je mets de l'argent à la banque, alors c'est calculé, on sait d'où ça vient. Pourquoi ne pas appliquer ce système ici en Égypte, mais pour tout le monde? C'est en train d'être appliqué maintenant. Moi, personnellement, je peux vous dire que je suis, comme consultant dans des plus grandes sociétés en Égypte, on est inclus dans ça, mais ça va prendre 1 ou 2 ans pour l'appliquer. Je pense que le ministère de Finances c'était presque 140 sociétés. Il a commencé, je pense, c'était 1er décembre, 1er novembre, de appliquer ou renforcer le système de facturation automatique. Parce que là, on peut voir à qui on a vendu, à qui le monde... Qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai dépensé. Et ça va résoudre tous les problèmes, parce que maintenant, aujourd'hui, on n'a pas cette transparence. L'argent, ça disparaît. Ok, et une deuxième fois, ce n'est pas seulement une dimension économique, mais il y a une dimension sociale. Okay, parce qu'avec cet argent, on peut faire des écoles, on peut faire des hôpitaux. Et il y a une dimension sécuritaire, parce que là, c'est comme ça que les terrorismes sont financés. Voilà, on arrête tout ça. On arrête le financement. C'est un trajet, je peux vous dire, parce que j'ai la même bien dans le truc ces jours-ci. Je suis en plein projet. C'est pas facile, c'est énormément de travail. Mais ça va finir un jour. Et ça va finir un jour. Et là, on va vraiment avoir une vision très différente de l'économie égyptienne. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed Lessi Nansef. Vous êtes consultant en gestion internationale et économique. Je vous remercie pour tous ces éclaircissements et ces analyses qu'on a eu le plaisir d'écouter avec vous. Plaisir, merci à vous. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct.